Sortir de sa bulle, partager, c'est maintenant. Bienvenue sur ethiquetv.fr. Nous avons entrepris un beau périple en voiture depuis la région parisienne vers le sud-ouest et le sud-est de la France. La première étape fut entre Bordeaux et Toulouse, à la Maison Forte, où Philippe nous a présenté la philosophie du projet. Ensuite, une seconde vidéo avec Sébastien, qui nous a présenté son expérience à travers une visite de son jardin permacole. Nous sommes allés à Tarbes retrouver Roxane, qui nous a présenté l'association Enfance et Liberté. Ensuite, une seconde vidéo avec elle sur son projet de film long-métrage Super Héros. Nous avons retrouvé Nina et Jacques, de la chaîne YouTube Destination Bonheur, chez eux, qui nous ont proposé une visite de leur lieu de 3000 m² qu'ils développent sur les bases de la permaculture et de la forêt comestible. Nous sommes allés dans les Pyrénées à la rencontre de Bernard Bertrand, qui nous a partagé ses 40 dernières années de vie au service de la nature. Ensuite, nous sommes allés du côté de Fayence retrouver Stéphanie qui immortalise dans son propre jardin les portraits d'une biodiversité grandissante. Pour terminer ce voyage, nous sommes allés du côté de Valence pour retrouver Ariane et Alain dans leur ferme biologique et écotouristique. Alain, avec qui nous avions fait la toute première vidéo Ethique TV il y a 3 ans à l'occasion de son retour d'un tour du monde en vélo. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et belle découverte à vous. Sortir de sa bulle, partager, c'est maintenant ou jamais. Ça peut faire des émules, qui sait. Bienvenue à la Maison Forte de Montbalin. Nous sommes dans le Lot-et-Garonne, le département 47, en Nouvelle-Aquitaine. Quelques mots déjà peut-être sur le site que nous découvrons en 2017. On arrive ici en 2017. Au départ, c'est une aventure d'amis qui décidons de changer de vie, de quitter un petit bout de notre vie plutôt parisienne. Parisiens, vous étiez tous parisiens, ouais. Voilà, on vivait à Paris, on n'était pas des Parisiens, mais on vivait à Paris depuis très longtemps. D'accord. Et puis, on décide de faire autrement, de goûter à l'alternative pour nous, en espérant bien que ça servirait aussi aux autres. Tout de suite, c'est quand même l'envie. Donc, après un premier échec sur un autre lieu dans l'Aude, on arrive ici en novembre, on découvre le lieu en novembre, sous la pluie, et on est séduit par le site, qui est à la fois simple, mais qui offre des quantités de possibilités. On mesure aussi qu'il y aura beaucoup de travaux, mais on se dit que là, on peut installer ce qui déjà est notre projet professionnel, partagé. Vous aviez une recherche particulière? Vous vouliez vraiment être en pleine nature? Alors, c'était quoi les critères? Alors, on avait des critères assez précis. On voulait un lieu, on voulait être à la campagne, bien sûr. Ouais. On voulait des terres, mais pas trop. 5, 6, 10 hectares maximum. Là, vous avez combien? On a 6 hectares ici. D'accord. On voulait de l'eau. Ouais. On voulait de l'eau, ça c'était extrêmement important. Et là, important. vous avez des sources. Là, on a des sources. On va voir juste après, ouais. Ça, c'est très important pour nous ici. Déjà, par rapport à la géographie du site, on voulait être quelque part entre Brive et Auch. Ah, d'accord. C'était notre recherche. Okay. Et exactement au milieu, ce qu'on ne connaissait pas, il y a le Lot-et-Garonne et Agen. Donc, on a découvert à cette occasion. On voulait un lieu qui nous permette d'avoir un vrai très grand espace partagé pour accueillir notre activité. Donc qu'on puisse accueillir grosso modo une vingtaine de personnes. Et là, vous avez donc plusieurs bâtis du coup. C'est ça, donc on a plusieurs bâtis. Là. Donc là, on a la grande maison qu'on verra mieux sans doute tout à l'heure, parce que là, elle peut paraître un peu modeste, mais en fait, elle est quand même assez grande, elle fait 800 m². Là, ça c'est très important pour nous, c'est tout ce qui est la grange et l'atelier, parce qu'on est un lieu de fabrication. D'accord. Peut-être que tout à l'heure, je ne sais pas si tu la verras, mais il y aura la tiny house, parce qu'ici on a aussi construit les tiny house et beaucoup d'autres choses. Ça, c'est un lieu d'habitation, ce qu'on appelle la maison du neveu. Il y a 3 appartements, dont un grand duplex à droite. Et là-bas, c'est ce qu'on appelle le hangar à pruneaux. C'est un peu une petite salle polyvalente où on se fait de tout, du yoga à des projections de films, des rencontres, voilà. Et là, c'est la place de la Guinguette. Bon, là, elle est un peu en chantier, donc il faut un peu d'imagination avec nos camarades Carla et Clara. Il faut imaginer ce lieu vivant avec plein de gens, de la musique, voilà. Alors, on va descendre un peu plus avec plaisir. Alors, on te suit, là, si tu veux bien. Voilà, ouais, très bien. Parce qu'il y a vraiment une végétation très luxuriante et, comme tu disais, il y a tous ces passages en dénivelé.
Donc vraiment un contact très très fort avec la nature. Et déjà, donc le nom de votre lieu, vous l'avez appelé la Maison Forte. La Maison Forte. Qui à l'origine est le château du village en fait. C'est ça, au départ, c'est le château du village, qui est un château modeste. Comme ici, il y en a beaucoup. Ouais. Parce que voilà, au départ, c'est une place forte, c'est un endroit de défense du XIIIe siècle. Donc là, on arrive en bas, on la voit sur plan. On voit la grosse maison. Voilà, détruite au XIVe, remontée au XVe, entièrement restructurée au XVIIIe siècle. D'accord. Donc voilà, comme ici, il y a beaucoup de grosses maisons comme celle-là. Oui. Et donc là, tu as combien de surface, vous avez combien de surface en tout exploitable par rapport après, on va parler de l'activité de la Maison Forte. Vous avez combien de chambres, combien d'espace d'expression, d'exposition Alors, la grande maison fait 800 mètres carrés. Ouais. 800 mètres carrés, elle a 6 très grands espaces de travail et d'accueil. D'accord. Pour grosso modo, je dirais 400 mètres carrés. Ouais. Et elle a, tout le reste, ce sont des chambres ou des espaces techniques. D'accord. Voilà, donc on peut accueillir jusqu'à 15 personnes en résidence et en hébergement. On pourrait plus, mais 15, c'est la limite pour rester dans des normes de sécurité élémentaires. Mais on a une cuisine semi-professionnelle qui nous permet quand même de faire à manger pour les guinguettes, par exemple. D'accord. Les fameuses guinguettes de l'été. On fait dîner entre 130 et 180 personnes toutes les semaines. D'accord. Alors donc juste une petite idée par rapport au prix d'acquisition du domaine, de la maison. Est-ce que c'est quelque chose de confidentiel ou... Pas du tout, non. Ici, on est dans le Lot-et-Garonne, l'immobilier est très accessible. C'est un des gros intérêts de ce département, et ce n'est pas le seul. Oui. Mais ici, nous, par exemple, ce domaine, on l'a acheté 440 000 €. D'accord, 440 000 €, 6 hectares, avec ses grandes dépendances, les sources. Grosso modo, 1500 mètres carrés de bâti. D'accord, ok. Alors maintenant, est-ce que il a fallu faire des travaux. Oui, il y avait des travaux. Mais après, vous les avez fait intelligemment. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau du système de chauffage, parce que là, on arrive sur les sources dont tu parlais, qui vous importaient dans vos critères de recherche. Et donc, vous utilisez cette énergie des sources pour chauffer certains des bâtis du lieu, alors donc, oui. Alors, cette dimension, elle a été très importante quand on est arrivé, puisque donc, c'était inhabitable. Il y avait il fallait faire des travaux, et des travaux importants. Oui. Et on a eu la chance de rencontrer Christophe dans un écolieu près de chez nous, qui est l'écolieu Pierre et Terre. D'accord. Et on n'avait que quelques mois pour prendre des décisions structurantes, parce qu'on débarque ici en avril et on doit habiter dans des conditions sereines parce qu'il y a des enfants pour l'hiver. Et là, ça fait combien de temps que vous êtes là ? Ça fait 4 ans. C'est la 4e année, d'accord. Et donc au début, il a fallu prendre des décisions sur, je dirais, des décisions écologiques structurantes. Le chauffage, le traitement des eaux grises, des toilettes. Des eaux grises, c'est ça, donc entièrement bien sûr que des toilettes sèches. Alors donc là vous êtes 100% toilettes sèches dans... D'accord. On a 8 toilettes sèches sur le domaine. Et vous avez un tri entre l'urine et les excréments. Nous c'est ce choix qui a été fait, ça s'appelle des toilettes sèches. Qui distingue donc urine et fesses. D'accord. L'urine part avec les eaux grises, dans un système de pédoépuration, c'est ce que nous on a choisi comme système. Alors la pédoépuration, je connaissais pas, donc la pédoépuration, c'est une alternative à la phytoépuration. D'accord. Qui est en cours de reconnaissance, parce que pour l'instant c'est un dispositif qui est expertisé en l'occurrence par le CNRS. D'accord. Le gros intérêt de la pédoépuration, c'est que tu peux calibrer ton système en fonction de ton besoin réel et que tu peux augmenter au fur et à mesure de ton besoin. D'accord. Donc nous, si tu veux, les premières recherches, on savait qu'il fallait que le lieu puisse gérer les eaux grises pour une trentaine de personnes. Et alors, déjà, vous avez quand même des règles au niveau des eaux grises, c'est-à-dire que vous n'utilisez pas de produits industriels ni de produits chimiques. Ça, c'est obligatoire. Voilà, absolument, ça, c'est que des produits écologiques. D'accord. Et idéalement, aucun ou le moins possible de gras dans les tuyaux. Ah oui, ça vous... Donc aussitôt, d'abord, on mange très peu gras parce qu'on mange plutôt végétal. Donc
Par exemple, s'il y a de l'huile dans une poêle, on le met dans un récipient et on emmènera à la déchetterie. D'accord. Et vous avez un tri sélectif qui est très pointu, quoi, très rigoureux. Donc vous triez absolument tout. D'avoir des déchetteries ici, et je te propose qu'on avance. Ouais. Et là, donc, tu as deux fours après, ça fait partie du site donc, et de son projet. Ouais. Ici, on accueille énormément à la fois d'expériences. Voilà, parle-nous des expériences, parle-nous de l'activité, le cœur de votre lieu. Donc tout ça, pourquoi on a souhaité inventer un lieu qui soit un site d'expérimentation, un lieu où on serait capable d'accueillir des gens pour inventer des choses. D'accord. Et sur un sujet, sur le cœur de notre sujet, qui est la transition et les cultures du changement. D'accord. Hein, c'est ça, c'est notre sujet. En n'ayant pas peur de choses modestes et expérimentales. C'est-à-dire que changer suppose de tester le changement plus que de faire immédiatement la révolution. D'accord. Ça, c'est plutôt notre point de vue. Donc, on pense qu'on a pour ça besoin ça fait partie. Ça, c'est un artiste. Donc ça, c'est un artiste plasticien qui a travaillé en résidence ici. Voilà. Qui s'appelle Laurent Tixador. D'accord. Et qui vous a fait des fours. Voilà, alors celui-là, sa carapace n'est pas tout à fait terminée. Hein. Bon, l'idée de Laurent, c'est toujours la même, c'est que quand il arrive quelque part, il veut créer une performance, une forme de performance, à partir de ce qu'il trouve dans un périmètre de 50 mètres. De 50 mètres. Voilà. Donc là, il s'est rendu compte en cherchant que l'eau plus la terre égale argile, très bonne argile, très belle argile, et que cette argile ferait des briques. D'accord, donc là, il a fait des briques avec le four. C'est ça. Dans ce premier four-là, qui est un four en terre, il a réussi à créer les premières briques. Voilà, qui sont là. Premières briques qui lui ont permis alors de construire le gros four, Tourcoing, celui-là c'est Tourcoing, et Tourcoing lui sort ses briques. Il en fait à peu près 80 par fournée. D'accord. Hein, ce sont des fours qui montent à 1200 degrés. Donc là vous êtes autonome en briques. Donc on peut construire des fours, on peut construire des maisons. C'est génial. Bon, voilà. Et ça c'est le cœur de vos activités expérimentales, de faire venir en résidence. Donc vous faites aussi des appels à projets. Donc, faut vous suivre. On va mettre en lien de cette vidéo votre site internet, votre Facebook pour bien qu'on vous suive. Et donc, comment les gens viennent ici en résidence? Comment ça se passe? Il y a plein de façons de venir là. D'accord. Des motifs différents. Hein. Ouais. Explique-nous. Alors, notre idée, c'est que ce soit une fabrique coopérative des transitions. Coopérative, c'est un mot qui revient très régulièrement dans votre vocabulaire. C'est important pour nous parce que tout ce qui était au tout départ de l'aventure commence en 2014, donc c'est très vieux, bien avant d'arriver là. Hein. D'accord. Au départ, on cherche à travailler en collectif. Quand vous étiez encore à Paris. Voilà, au départ, quand on décide de quitter Paris, on veut travailler en collectif. Dimension que nous avons totalement abandonnée. Hein. D'accord. On l'a abandonnée parce qu'on a échoué d'une certaine manière. Hein. Et on a préféré... L'eau qui coule partout. On a préféré la dimension coopérative qui était immédiatement plus professionnelle pour nous et qui correspondait plus à ce qu'on souhaitait faire. D'accord. Donc fabrique coopérative, ça veut dire que sur le site, travaille comme un petit écosystème des coopérateurs dont l'activité professionnelle est liée au site. D'accord. Alors ils sont permaculteurs, simplement. Oui, vous avez déjà un jardin plus haut, qu'on fera une autre vidéo en permaculture. Et là, on s'approche d'un deuxième jardin potager qui vous permet de vous produire aussi vos propres légumes, plantes médicinales, aromatiques. Et ils sont liés à des gens. C'est pour ça que c'est important. C'est en ce sens qu'on n'est pas un collectif. Ça veut dire que là-haut, c'est le jardin de Sébastien Oneda, qui est permaculteur, et c'est son jardin. C'est un jardin pédagogique. Ouais. Et on l'accompagne pour faire que son projet existe. Là, on va vers le jardin d'Alain. Alain est un jardinier poète. Un jardinier poète. Et donc, Sébastien, lui, il y a aussi un échange original que vous avez fait avec lui, en l'échange de gérer son jardin et d'entretenir comme ça vos 6 hectares en créant des zones de circulation. Ça lui permet d'être résident ici, d'être locataire d'un appartement avec son épouse et sa fille. Tous les gens qui vivent sur le site, dont nous tous, enfin tout le monde paye un loyer, quel que soit son statut dans la foncière éthique qui a acheté le domaine. Tout le monde paye un loyer. D'accord. Qu'on peut éventuellement donc échanger contre du travail. D'accord, c'est intéressant. C'était aussi une façon extrêmement concrètement d'aider Sébastien à monter son projet. Mais oui. Parce que ça lui permettait de faire ce qu'il sait faire, ce qu'il aime faire,
et de ne pas avoir à payer un loyer quelque part. Donc c'était important pour lui, c'était important pour nous, et ça lui dégageait le temps nécessaire pour monter son projet. Alors là, on arrive dans votre deuxième potager en plus de celui de Sébastien, qui est donc géré par... Jardin d'Alain. Le jardin d'Alain. Jardin d'Alain, il dit jardin poétique. Alain est un vrai jardinier extrêmement expérimenté. Alors, ce n'est pas un permaculteur. D'accord. Il ne travaille pas réellement en permaculture, mais il a sa technique à lui, naturel, qui est le fruit de son expérience. Qui reste naturel. Totalement naturel. D'accord, pas d'intrants chimiques. Rien du tout. Mais je pense que pour un permaculteur, pour Sébastien, ce n'est pas orthodoxe. D'accord. Parce que Alain, a son expérience à lui, est passé par... il a été agriculteur d'abord, puis comédien, puis bon, voilà. Et ça, c'est le fruit de son travail. En tout cas, les légumes produits ici. Voilà. Donc tout le monde est invité à rejoindre son jardin tous les jeudis matins. Ah d'accord, il y a un rendez-vous. Ah oui, tous les jeudis matins. Tous les jeudis, c'est une journée un peu porte ouverte. On vient à la maison forte, on peut commencer par le jardin, on peut déjeuner sur place. L'après-midi, on peut tout simplement travailler en haut ou se balader. Et puis le soir, c'est les jeudis de la maison forte. Donc il y a des animations, on rencontre des producteurs, on vient chercher sa commande, parce qu'on peut commander, on travaille sur l'alimentation, c'est un sujet qui est très important pour nous. Ouais. Et donc on peut venir chercher son cajot avec sa commande. Et puis à partir du 8 juillet, tous les étés, tous les jeudis, c'est la guinguette. Voilà. Ces concerts. Ça, c'est un grand rendez-vous. Les concerts dans vos caves, alors dans la cour. Dans la cour, d'accord. La guinguette, c'est à l'extérieur. La guinguette, c'est à l'extérieur. Vous avez plein d'espace dans les caves de la maison. Alors, c'est vrai qu'on a eu une guinguette. Elle existe, la guinguette. Ouais. L'automne et l'hiver, elle peut être dans les caves. D'accord. Voilà. Et ce qu'on a fait, la guinguette la plus amusante, enfin la plus renommée, c'est l'extérieur de l'été. Bien sûr, bien sûr. Alors là, on arrive devant une belle surprise, vraiment que tu m'avais fait découvrir tout à l'heure. Et là, c'est absolument incroyable. Donc c'est un filet, un hamac, en fin de compte, pour faire la sieste au-dessus de l'eau. Donc là, c'est pour écouter l'eau. C'est pour écouter l'eau. Donc on s'imagine très bien allongé ici, au-dessus de l'eau, et écouter, faire une sieste comme ça au-dessus de l'eau en restant concentré sur ce bruit-là. Voilà. Ça, c'est un endroit qui est très agréable. Et bon, ça, c'est une idée qu'on a piquée avec leur autorisation, bien sûr, à des architectes paysagistes qui s'appellent Quand Même, qui sont à Nantes. Quand Même, c'est des amis de notre écosystème. Et eux l'avaient déjà réalisé dans un autre projet. Et on a trouvé ça tellement joli qu'on a eu envie de le copier avec leur autorisation, bien sûr. Donc c'est vraiment très très luxuriant, vous avez vraiment une forêt, vous avez toute une... Voilà. Alors ça c'est les ronces. Voilà, donc là les ronces sont en train de... Les ronces, elles sont très importantes parce que justement dans les ronces il y a des arbres. Ça permet tout simplement de protéger les arbres. Et de créer des forêts. Et de créer des forêts. Mais oui, puisqu'ensuite quand les arbres vont pousser, comme ce qu'on disait tout à l'heure... Quand les arbres poussent, ils font de l'ombre. L'ombre, la ronce n'aime pas l'ombre, donc la ronce s'en va. Et après l'arbre est suffisamment fort et adulte pour se défendre en fait. Voilà, c'est comme ça que naissent les forêts. Exactement. Les ronces font partie de... Voilà. Donc ici, on les... Des protecteurs des arbres et des... Ouais. Donc là, Sébastien tresse les ronces de façon à dégager partout, tout est accessible. Là, on s'en rend peut-être pas trop parce qu'elle elle lance comme ça des grandes tiges et par marcotage, elle va se... Tu peux tisser tout ça. Et lui, il évite qu'elle se marcotte et qu'elle se répande trop aussi, quoi. D'accord. Voilà. Et puis là, on arrive au bout de votre terrain, en fait. Il y a un passage par ici. Et là, vous avez accès à un lac qui est principalement fait pour la pêche. Mais qui a... Hop. Alors, c'est le lac. C'est un lac qui est entretenu par un syndicat mixte. Oui. C'est un lac qui a été créé il y a une quinzaine d'années pour approvisionner la Garonne, en fait, quand il y a le manque d'eau l'été. D'accord. Et donc mais c'est un lac artificiel. C'est un lac artificiel. D'accord. C'est une... Voilà, et qui a un barrage, en c'est un renfoncement qui a été... Voilà. Ici, on est dans le pays de Serres. Peut-être ce que je n'ai pas dit tout à l'heure. Non. Et le pays de Serres, c'est un paysage très spécifique du Lot-et-Garonne et du Villeneuvois, parce que là, on est dans le Villeneuvois, qui est notre communauté d'agglomération. Et donc, le pays de Serres a tous ces espèces de grands vallons
de grands vallons où coule beaucoup d'eau. Voilà. Et au fond de ces vallons, en haut des vallons, il y a des maisons fortes, très souvent, comme chez nous. Et en bas des vallons, il y a des lacs, aujourd'hui, puisqu'on fait des... Voilà, et là, c'est le... On va l'apercevoir là. Et donc, simplement, il n'a pas été creusé, comme tu m'expliquais. C'est simplement, ils ont profité de ce creux pour faire un barrage et faire monter l'eau à cet endroit. Et donc, ça, c'est une balade extrêmement agréable. Ouais, et l'eau est absolument sublime. Bon, là, on est très, très bavard, c'est le jeu, mais... Ces balades-là, la nature est extrêmement présente. Tu contemples simplement. Les oiseaux, le son de l'eau, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Beaucoup d'oiseaux. L'eau est magnifique. On est très protégé ici. Tu vois, Mais il y a très peu d'agriculture intensive ici. Peu d'agriculture intensive, même s'il y a des céréaliers. D'abord, ils sont pas tout à fait là, ils sont un peu plus vers la Garonne. D'accord. Et puis, tu sais, le Lot-et-Garonne a été un des tout premiers départements extrêmement sensibilisés à l'écologie, à la culture agroécologique. D'accord. Avec Biocop est né dans le Lot-et-Garonne. Hein. Ah d'accord, ok. Vraiment, historiquement, Biocop est du Lot-et-Garonne. Donc, avec beaucoup autour de nous d'agriculteurs et de paysans et de paysannes extrêmement engagés. La Confédération paysanne ici est très forte. Ouais. Autant qu'elle peut l'être. Face à une agriculture intensive et industrielle, je veux dire. Et donc, est-ce qu'il y avait un point qui était très important et que j'ai trouvé vraiment intéressant tout à l'heure, c'est que tu me disais, quand vous avez acquis ce lieu, vous êtes immédiatement, dans un premier temps, allé voir les responsables de la mairie pour savoir si un projet... Peux-tu m'en reparler en fin de compte ? Alors, c'était très important pour nous. On n'était pas dupes, je veux dire... personne, aucun de nous ne venait du Lot-et-Garonne. Ouais. Voilà, on savait qu'on arrivait aussi, que ce soit juste ou pas, comme des Parisiens, avec un minimum de moyens pour acheter le château du village. Donc tout ça, ça ne nous intéressait pas beaucoup. Franchement, de jouer à ça dans un rapport de force ou des choses comme ça, c'était pas du tout notre envie. Donc nous, on venait là parce qu'on avait envie de créer du lien, d'être avec des gens et de les rencontrer. Et donc, la première des choses qu'on a faites, avant même de signer le compromis de vente, comme on dit, c'est qu'on est allé voir l'équipe municipale. On avait déjà les grandes entrées du projet, on savait qu'on travaillerait sur la transition, même si à l'époque on ne savait pas exactement comment. Et on leur a demandé si oui ou non ça les intéressait qu'on tente de monter ce projet-là chez eux. D'accord. Si c'était oui, on venait, si c'était non, il n'y avait pas besoin de commentaires. Basta, on ne venait pas, quoi. D'accord. Voilà. Okay. Et ils nous ont dit venez, surtout venez, on en a besoin. Et là, voilà, donc on est venus. Tout se passe très bien. Et on a été extrêmement bien accueillis, vraiment très bien accueillis par à la fois la commune, l'agglomération, le département. Voilà, on a su aussi, on a énormément travaillé. D'accord. Et donc vous êtes un lieu qui bénéficie d'aides de la région. Hein, vous avez des aides. On est un tiers-lieu aquitain. Tiers-lieu aquitain, donc. On a été soutenu par la région. La région aquitaine a été très importante pour nous. D'accord. Parce qu'on a eu accès, donc elle a émis tiers-lieu, à la péruralité, elle a émis innovation sociale, qui ont été sur des projets précis, des soutiens financiers importants pour nous, quoi. D'accord. Après, c'est raisonnable. Mais... Et donc, la direction régionale des affaires culturelles aussi, hein, parce qu'on a toute cette dimension c'est la artistique et culturelle. La DRAC. D'accord. Ouais, la couleur est vraiment magnifique. Hein. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Philippe, pour cette visite, pour ces explications qui font vraiment sens avec la philosophie de notre chaîne Éthique TV. Et écoute, on se reverra dans l'avenir avec grand plaisir. Et merci beaucoup pour ton accueil. Merci à toi. Votre accueil à tous.